Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'échange avec Déborah Esminger qui est responsable réseau et relations institutionnelles à la FNADEPA. Donc on se connaît depuis assez longtemps et comme tu répondais à plein de questions juridiques quand je te sollicitais sur un précédent établissement, j'ai pensé à toi pour parler de la réforme de l'évaluation. C'est un sujet qui est vraiment là d'actualité. Ça fait plusieurs mois qu'on attend des précisions qui arrivaient un peu au compte-gouttes, mais qui finalement n'étaient pas suffisantes pour savoir où on en est et sur ce qui va se passer à partir de 2023 pour la réforme de l'évaluation. Du coup, l'idée, Déborah, c'est qu'on puisse parler de tout ça, que tu puisses nous expliquer la réforme, les grandes lignes, ce qui se passe concrètement, ce à quoi les directeurs sont attendus en fait. Mais avant tout, je te propose de nous expliquer ton parcours et de te présenter. Bonjour Arnaud, merci beaucoup de m'avoir invité pour prendre la parole dans ton podcast. Alors effectivement, je suis responsable réseau et relations institutionnelles à la FNADEPA depuis bientôt 7 ans maintenant. Je suis juriste de formation et je travaillais auparavant à l'ARS Centre Val-de-Loire. Alors à la FNADEPA, j'ai été d'abord juriste, puis responsable juridique et donc maintenant responsable réseau et relations institutionnelles. Il faut savoir tout d'abord que la FNADEPA, c'est une fédération nationale d'associations de directeurs d'établissements et services pour personnes âgées, qui a la particularité de rassembler des directeurs d'établissements, donc EHPAD, résidence autonomie et aussi de services, donc services SAD, SIAD, SPASAD, mais aussi des CLIC, des MAIA et d'autres structures du champ personnes âgées et de tout statut juridique. Donc, on regroupe à la fois de la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, ainsi que le secteur privé à but lucratif et le secteur privé associatif. Dans le cadre de mes missions, j'ai un rôle effectivement qui est celui d'être au service des adhérents, donc à travers 3 axes, donc être proche du terrain, faire valoir mes compétences juridiques et aussi du coup allier tout ça pour être actrice au niveau politique et au niveau des relations avec les instances, donc le ministère, la Haute Autorité de Santé dans le cadre du sujet qui nous concerne, etc. Donc, à propos de la réforme, justement… Avant de rentrer dans la réforme, du coup, j'ai une petite question, parce que je ne savais pas que tu avais bossé à l'ARS, tu faisais quoi? Alors, j'étais sur le secteur sanitaire et sur la ville. J'ai été d'abord référente installation en fait dans le cadre du pacte territoire santé et donc je m'occupais de la plateforme d'appui aux professionnels de santé et donc je les aidais en termes de zonage, d'aide à l'installation avec des interventions aussi auprès des étudiants et je m'occupais également des protocoles de coopération. Et ensuite, j'ai été chargée de mission à l'unité autorisation et juriste, et où là, je m'occupais des autorisations sanitaires. D'accord. Donc, équipement matériel lourd. Sur un champ sanitaire. Voilà. Ok. Ça. ok, c'est ma curiosité, je ne savais pas. Bon, du coup, on va revenir sur notre sujet, sur l'évaluation. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui change là? Est-ce que tu peux nous faire un récap de l'actualité sur la réforme? Oui, alors, il faut savoir bien sûr que l'évaluation des activités et de la qualité des prestations des ESMS a été introduite donc, par la loi du 2 janvier 2002
qui est venu rénover l'action sociale et médico-sociale. Et en fait, il y a eu un rapport de l'IGAS en 2017 qui appelait à engager une réforme d'ampleur du dispositif d'évaluation de la qualité des ESMS après un premier cycle en fait, d'autorisation, puisque les autorisations sont délivrées pour une durée de 15 ans. Et donc, il y a eu deux traductions de ce rapport. La première, c'est le transfert des missions de la NESM à la Haute Autorité de Santé. Et la seconde, c'est la loi du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui, elle, vient réformer le régime juridique des évaluations. Donc, ça, c'est l'historique. Ok. Mais et alors, ok pour l'historique, est-ce que tu as des précisions? Est-ce que tu sais le pourquoi en fait? Parce que l'ANES, moi, c'est un truc enfin, c'est un organisme que je trouvais super intéressant à la fois dans la production des recommandations de bonnes pratiques et tout ça, enfin, qui avait vraiment une belle dynamique et une belle culture médico-sociale. Est-ce que tu sais pourquoi ça disparaît au profit de la HAS en fait? Alors oui, le transfert, il a été fait dans l'optique de renforcer le pilotage national du dispositif et favoriser l'approche transversale de l'évaluation de la qualité entre le secteur social, le médico-social et le sanitaire. Okay. Et pour ensuite, la deuxième partie de l'évolution, donc sur la loi de 2019, l'idée, c'était d'améliorer la qualité des évaluations réalisées et de doter les acteurs d'outils partagés et opposables avec des nouvelles prérogatives confiées de ce fait à la Haute Autorité de Santé. Ok. Alors, ce sujet-là, il concerne surtout l'évaluation interne qui, finalement, au départ, chacun faisait un peu ce qu'il voulait. Alors, c'est presque ça, c'est-à-dire qu'il y avait deux évaluations historiquement, l'évaluation interne et l'évaluation externe. Et donc, l'un des premiers changements avec cette loi de 2019, c'est que l'évaluation interne, en fait, disparaît juridiquement au profit d'une seule évaluation unique, qui va être l'évaluation externe, mais qui, elle, est totalement refondue finalement avec un nouveau calendrier, un nouveau référentiel, mais aussi des nouveaux évaluateurs et un nouveau système d'information. Ça, c'est les 5 grandes nouveautés de la loi. Et effectivement, on sort de cette logique évaluation interne et évaluation externe, puisque une seule évaluation unique aujourd'hui est prévue par le Code de l'action sociale et des familles. Ok. Donc, alors même si l'évaluation interne, on va quand même un peu la retrouver à travers une auto-évaluation, mais c'est un autre. Mais voilà, je pense qu'on reviendra dessus. Il y a la notion, donc, dans les changements, tu as dit calendrier. Donc, calendrier, c'est passage de 7 à 5 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc là, on se rapproche d'une logique, effectivement, de l'évaluation interne avec une périodicité plus courte. Okay. De 5 ans, qui permet aussi de se calquer potentiellement sur le CPOM et aussi, bien sûr, sur les projets d'établissement, puisqu'à l'origine, on nous demande que le projet d'établissement ou de service prévoit les modalités d'évaluation et de la qualité des prestations. Ouais, c'est vrai que là-dessus, c'est cohérent de pouvoir en fait s'évaluer, faire son projet et dans la foulée négocier avec ces autorités de tutelle, finalement, un CPOM en lien avec les objectifs qui sont attendus. Donc, changement, c'est le calendrier. Tu as dit qu'il y avait quoi d'autre? Alors, si je peux préciser peut-être sur le calendrier, il y a des dates qui sont fixées, qui ont été fixées par décret, à savoir que c'est une périodicité pluriannuelle qui donne lieu à un arrêté de programmation par les autorités qui ont délivré l'autorisation à l'établissement et au service. On est bien sur EHPAD, résidence autonomie, stade, SIAD, SPASAD. On est vraiment pour tout le monde. Donc, ça peut être des arrêtés conjoints CDARS ou des arrêtés par une seule autorité. Le premier arrêté de programmation va être attendu pour le 1er octobre 2022 et fixera le rythme des évaluations du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2027. Alors, donc ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui.
Ok, alors ça, c'est super intéressant parce que ça veut dire que là, dans un mois, début octobre, on va avoir en fait l'échéance de la visite et de l'évaluation, quoi. C'est ça. Donc, ça va être pour les établissements qui vont être concernés donc à partir de juillet l'année prochaine. C'est-à-dire qu'entre ce délai-là, il va y avoir un régime transitoire pour certaines structures en fonction de leur date d'autorisation, en fait. C'est pour Ok, ça qu'il y a un calendrier qui est prévu comme cela, puisqu'on va avoir un cas particulier, c'est les établissements et services qui sont autorisés entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2009. Si ceux-là n'ont pas pu en fait transmettre les résultats d'une évaluation externe ancienne génération avant le 1er janvier 2022, alors eux, ils sont dans la fenêtre précédente en fait, qui est celle de déposer les résultats d'une évaluation nouvelle génération, donc sous le nouveau référentiel, entre janvier 2023 et le 30 juin 2023. Donc, si je résume, c'est prioritaire. voilà, c'est ça. On a un arrêté de programmation pluriannuel pour les non prioritaires avec un système qui va démarrer au 1er juillet 2023. Et pour ceux dont l'autorisation arrive à échéance, on a ce régime transitoire sur 6 mois. Alors, moi, la première question qui me vient, c'est la logique des autorisations, puisque, si je ne dis pas de bêtises, elles datent tous à peu près de 2002, Oui, pour 15 ans qui étaient en renouvellement en 2017. oui. Donc, finalement, au niveau des autorisations, je dirais, il y a quoi, 90% des établissements qui sont à peu près sur le même créneau, quoi. Tous les établissements qui étaient déjà là avant 2002. Alors, il va y avoir du volume, c'est sûr, sur une période un petit peu stratégique. Après, il faut savoir qu'il y a eu des nouvelles autorisations délivrées, donc à prendre en compte. Avec la loi ASV, il y a eu des reports d'autorisation pour certaines résidences autonomie. Ouais, Et d'accord. il y a eu des renouvellements tacites aussi en raison de la crise sanitaire. Donc, tout ça fait qu'il y a quand même des décalages entre les structures, même si au global, potentiellement, on peut se retrouver sur une même fenêtre. Ok, alors dans cette logique-là de fenêtre et d'intervention, c'est qui vient évaluer? Alors, donc ça, c'est une des nouveautés aussi donc, de la loi de 2019, c'est des évaluateurs nouvelle génération. C'est-à-dire que les évaluateurs qui pouvaient précédemment procéder aux évaluations externes telles qu'on les connaissait ne sont plus habilités à faire les évaluations nouvelle génération sans une procédure qui n'est plus celle, pilotée par l'ANEM, mais avec un mécanisme d'accréditation par le COFRAC, c'est le Comité français d'accréditation, complété par un cahier des charges de la Haute Autorité de Santé. D'accord. C'est un cahier des charges qui a été publié le 13 mai 2022. Et donc là, il y a des procédures qui sont en cours au niveau du COFRAC. Ce sujet-là est un petit peu particulier parce que les délais d'accréditation sont plutôt longs. Il faut savoir aussi qu'un organisme qui souhaite être accrédité COFRAC doit payer le COFRAC pour cela. Ça, c'est quelque chose qui est à préciser. Et donc, les autorités ont prévu en fait quelque chose de temporaire pour permettre aux structures de faire appel à des évaluateurs, puisque l'accréditation prenant du temps, ils ont mis en place ce qu'on appelle une recevabilité opérationnelle favorable qui aura une durée maximum de 18 mois. Et donc, au cours de cette durée-là, l'organisme aura l'autorisation de procéder à des évaluations nouvelle génération sous le nouveau référentiel, etc. Mais on va y revenir. À savoir que dans cet intervalle-là, il faudra bien qu'il précise à la structure qu'il n'a pas l'accréditation, mais la recevabilité opérationnelle favorable. Et là où il y a un point d'attention à avoir en particulier pour les directeurs, c'est que s'ils font appel à ces évaluateurs-là et que si au bout du compte, l'organisme n'obtient pas son accréditation COFRAC, alors les autorités en seront informées, les autorités qui ont délivré l'autorisation, et auront un délai de 6 mois pour se prononcer et potentiellement demander à la structure d'effectuer une nouvelle évaluation par un organisme qui, lui, sera accrédité.
D'accord. J'avais entendu parler de ça. Alors moi, du coup, je pensais que, en fait, si juste l'organisme à la fin, il est pas accrédité, en fait, l'évaluation, elle est caduque, quoi, elle vaut rien. Finalement, quand même, parce que du coup, c'est ultra stressant cette histoire. Ça veut dire que si on est dans les premiers à se faire évaluer, on n'a pas le choix d'avoir quelqu'un qui sera pas forcément encore accrédité vu le délai de la procédure. C'est ça? Du coup, ça veut dire qu'à la fin, on l'a peut-être fait pour rien, quoi. Oui, Heu, alors on a communiqué avec certaines ARS qui effectivement elles-mêmes n'étaient pas au courant et qui n'étaient pas tranquilles avec cette règle-là. Donc on espère que les messages seront passés pour appeler à une forme de souplesse et de pédagogie. Et après, on compte aussi quand même sur la qualité des recevabilités opérationnelles favorables qui seront délivrées. À oui. noter aussi quand même que dans une circulaire de 2011, à l'époque, on nous disait que les évaluations externes réalisées et achevées au moment de la suspension du retrait de l'habilitation de l'évaluateur externe restaient valables. Ça, c'était en 2011 et on voit que finalement, en 2022, on a revu un petit peu la copie. OK. Ça marche. Est-ce qu'on sait s'il y aura finalement assez d'évaluateurs ou pas? Est-ce qu'on a un retour là-dessus? Alors là, il y a une liste qui est disponible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Après, la Haute Autorité de Santé avait déclaré qu'il y avait besoin d'un délai de 6 mois, hein, grosso modo, donc c'est un petit peu normal. Ouais. Bon, et puis après, il faut quand même aussi reconnaître que cette notion d'accréditer peut-être un peu plus les évaluateurs et d'avoir un contrôle aussi un peu plus structuré, ça a aussi beaucoup de sens. J'avais une question parce que finalement, les vals externes, c'était assez bizarre aussi, le principe c'était quasiment à l'établissement de chercher son organisme d'évaluation et de le payer, en fait. Donc, c'est assez bizarre parce qu'on est à la fois jugé partie d'une certaine manière. Enfin, tu sais, il y a un petit côté où le fait de payer son évaluateur et de le choisir, c'est assez, enfin, voilà, c'est quand même un peu paradoxal. Et là, ça va marcher comment? Est-ce que c'est la HAS qui oriente ou est-ce que c'est encore l'établissement qui doit choisir son évaluateur? Alors, il y a deux éléments. C'est qu'il y aura la liste publiée sur le site du COFRAC, hein, des organismes accrédités, et il y aura bien sûr un lien avec la Haute Autorité de Santé, puisqu'il y a l'accréditation plus la réponse au cahier des charges complémentaires de la HAS. Donc, là, dans ce cadre-là, l'établissement ira au-devant de la recherche de son évaluateur. En revanche, il y a des conditions quand même que doivent remplir les évaluateurs pour éviter justement Les une conflits forme d'intérêts. de conflit d'intérêt quelque part. Voilà. Donc, notamment le fait que l'évaluateur ne pourra pas avoir été conseillé pour le SMS ou l'organisme gestionnaire durant les 24 mois précédant la visite et les 12 mois suivants. Voilà, il y a un certain nombre de garde-fous qui ont été posés dans le cahier des charges des évaluateurs. OK. Ils ne Ça, peuvent ça pas l'était déjà, exercer… hein, il me semble. Comment? Il me semble que ça, c'était déjà le cas, hein, pour Oui, l'évaluateur. alors c'est vrai qu'il n'y a pas de grande nouveauté, hein. Il ne peut pas exercer son activité dans le même département que le SMS. Alors Ah, peut-être la ça n'y différence, était peut-être pas, par contre. c'est vrai que je n'ai pas fait un tableau comparatif, mais ça pourrait être intéressant de le faire. Dans les autres éléments, il y a la question effectivement des intérêts directs ou indirects qui ne doivent pas exister depuis au moins 5 ans. Qu'est-ce qu'on appellerait intérêt direct ou indirect? J'imagine pas être salarié, pas avoir été, Oui, ça peut être ça, ou peut-être être membre du conseil oui, tant d'administration qu'à faire, oui. voilà. C'est vrai, l'activité bénévole dans ce sens-là aussi, oui. Mais on pourrait reprendre aussi une définition juridique, hein, tout à fait, de la notion d'intérêt. Et aussi à noter qu'en principe, il est prévu qu'il y ait 2 évaluateurs sur site avec une personne référente au sein de l'organisme. Donc là encore, ça apporte aussi une certaine forme de cadrage. Ouais, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi un peu de la logique de la certification sanitaire, un pilote et voilà. Tout à fait, tout à fait.
alors oui, par contre, du sanitaire, si je dis pas de bêtises, c'est la HAS qui va orienter et qui va sélectionner des évaluateurs. Et par contre, c'est le plus, je pense, dans tous les cas, les évaluateurs, c'est des professionnels de terrain, en fait. Et d'autres Oui. régions. Et qui, là, par contre, on aura affaire à des formateurs, des consultants, mais des gens qui, enfin, ou pas, non, si, qui peuvent aussi travailler, mais pas pilotés par la HAS directement. On reste encore sur le modèle. Sur le Après, modèle. l'idée, effectivement, c'est d'avoir des gens qui connaissent bien le secteur, bien le terrain, parce que ce qui avait été aussi reproché auparavant, c'était le manque de contenu des rapports d'évaluation qui finalement n'aidaient pas les directions d'établissement. Donc ça, c'était un point qui était dans le viseur de l'amélioration du régime. Mais par contre, là où je peux revenir, c'est sur la question du coût que tu évoquais. Pour le moment, c'est un sujet que nous, on a mis en avant à la FNADEPA, c'est à savoir qui paye l'évaluation. Parce que du coup, avec 2 évaluateurs, avec une personne référente, potentiellement, les évaluations vont être plus chères qu'auparavant et aussi plus rapprochées, puisqu'on parle de 5 ans. Quand bien même on ne l'a pas précisé, mais en fonction de circonstances particulières, on pourra décaler un petit peu le rythme. Mais on va pas, il y a peu de chances pour qu'on décale de beaucoup, ou en tout cas à chaque fois. Donc, c'est vrai qu'il y aura un coût certain à supporter pour les structures, établissements et services pour personnes âgées. Aujourd'hui, on n'a pas obtenu d'arbitrage concernant le financement de ces évaluations. Nous sommes plusieurs fédérations à avoir bien sûr insisté sur ce sujet-là, mais qui n'est pas dans les mains de la Haute Autorité de Santé, mais plutôt du ministère, de la Direction générale de la cohésion sociale notamment. Ouais, il me semble que les premières évals externes aux alentours de 2013-2014, il y avait parfois des CNR. Donc c'était l'ARS qui qui payait, et puis les coûts étaient à peu près les mêmes en fait par évaluation, parce qu'en général c'était autant de personnes sur autant de jours, et du coup on avait un budget. Ok. Donc, les changements, on a vu donc, le calendrier, le système avec les évaluateurs. Du coup, on peut considérer que la réforme d'évaluation, on garde l'éval externe, on la passe tous les 5 ans, on modifie un petit peu les modalités au niveau des évaluateurs, d'accréditation des évaluateurs. En réalité, l'éval interne, c'est vrai qu'on se dit qu'elle va disparaître, mais en réalité, pour qu'il y ait une évaluation externe, enfin, l'évaluation externe va s'appuyer sur une auto-évaluation, un peu comme l'éval externe s'appuyait sur l'évaluation interne, en fait. Oui, alors il ne faut pas oublier qu'on est dans une démarche d'amélioration continue de la qualité. Donc l'idée, ce n'est pas de se préoccuper de la qualité dans son établissement ou son service une fois que l'échéance des 5 ans arrive, bien évidemment. Donc derrière ça, il y a un référentiel qui a été publié avec effectivement cette invitation à réaliser une auto-évaluation. Donc l'auto-évaluation, et c'est sur la même grille en fait que celle qui va être prévue pour le jour J, mais ça permet de la préparer effectivement et de s'inscrire justement dans cette démarche d'amélioration continue, puisque le nouveau référentiel, dont quand même la qualité est à saluer, est très centré sur la personne. Et donc, on est vraiment orienté sur la qualité de l'accompagnement et sur l'usager. Ouais, alors je pense que ça a été quand même le cas hein, sur toutes les trames qui pouvaient circuler, des vals internes et tout ça. Après, c'est vrai que chacun pouvait avoir et partir sur un référentiel un peu différent. Et c'est vrai que l'harmonisation du référentiel, voilà, du support d'évaluation, c'est intéressant. Il est en 3 chapitres, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, il est organisé en 3 chapitres, la personne, les professionnels et le SSMS. À chaque chapitre correspond une méthode d'évaluation. Donc, pour la personne, c'est l'accompagné traceur ou résident traceur quand on est en établissement. Pour les professionnels, c'est la méthode du traceur ciblé, et pour le SMS, c'est l'audit système, c'est lié à la gouvernance en fait. Et ensuite, dans chaque chapitre, il y a une division en thématiques qui sont elles-mêmes déclinées en objectifs et ensuite déclinées en critères. Et à chaque critère, il y a une cotation qui est attribuée.
Et donc, c'est là où peut-être il peut y avoir aussi un sujet, j'anticipe, c'est la question de la publication des résultats, puisque qui dit cotation dit peut-être note, etc. Au départ, une note était prévue. Finalement, la FNADEPA et d'autres sont un petit peu montés au créneau à ce sujet-là. Donc, on sait qu'il y aura une publication des résultats. Comment, pour l'instant, on attend de savoir, puisqu'il y a un décret qui devrait être publié, mais qui est toujours en attente. Cependant, il y a eu des annonces de l'ancienne ministre Brigitte Bourguignon qui a déclaré que la publication des résultats devrait se faire dans un format synthétique, clair et compréhensible, et que pour le secteur, ça sera sûrement sur le portail pour les personnes âgées, point vrai que c'est un décret qui ne va pas concerner que le secteur personnes âgées. Et donc, forcément, ça prend du temps, puisque nous, on a un portail, mais ça ne va pas être le cas pour tous les acteurs qui relèvent du Code de l'action sociale et des familles. Ouais, c'est vrai que ça, c'est super intéressant et c'est là où on voit la touche, en fait, la patte de la HAS parce que résident traceur, c'est le patient traceur et en même temps, c'est vraiment pertinent, en fait, hein, aller chercher vraiment au plus proche du terrain les informations en regardant concrètement comment ça se passe pour les gens. Ça a beaucoup de sens. Après, la question de la publication, moi, je trouve que c'est un côté aussi très intéressant parce que même si j'ai déjà essayé de regarder des résultats de cliniques, d'hôpitaux. En fait, il y a des choses qui sont publiées, il y a des rapports, mais c'est imbuvable. On ne trouve pas l'info. Voilà. Ce qui fait que pour les établissements, il peut y avoir un stress de se dire attention, on va publier des choses. Ça peut être un peu angoissant. Après, moi, je me dis, si on publie un rapport, en général, c'est quand même des très gros rapports. Et ce qui fait que finalement, on ne trouve pas grand-chose, ou en tout cas, personne ne prendra la peine d'aller vraiment creuser, hormis polémique médiatique majeure et aller rechercher, quoi. Comme il y a pu y avoir en février, tu vois, de se dire, bah, en fait, est-ce qu'on savait et tout ça, mais c'est tout. Et par contre, trouver un moyen de le rendre synthétique et vraiment lisible et accessible aussi un peu au grand public, ça peut à la fois quand même être intéressant, quoi, finalement. C'est ça. Après, il faudra voir encore une fois la manière dont c'est fait et c'est pour ça qu'on aura une vigilance particulière sur ce projet de décret, évidemment, puisque l'idée, c'est encore une fois, comme je le disais, c'est pas d'avoir une étiquette collée sur l'établissement ou le service pendant 5 ans, publiée sur un site internet qui finalement, au fur et à mesure de l'évolution au cours des 5 ans, ne voudra peut-être plus rien dire. Oui, ça c'est certain et c'est le gros problème. C'est Parce ça. qu'il peut y avoir à un moment une problématique aiguë et puis qui va être corrigée rapidement et derrière voilà, ça peut être pénalisant. Après, ce qui peut être intéressant aussi, c'est que finalement, ça permet. Alors, le danger d'une évaluation interne-externe, c'est qu'il y a quand même pas mal de critères qui sont quand même un peu subjectifs d'une certaine manière. Si par exemple, on se basait, et même des chiffres, en fait, ça peut être parfois subjectif parce que ça, voilà, hors contexte et tout ça, ça veut plus dire grand-chose. Mais on voit tellement de comparateurs ou de trucs qui sont complètement bidons, en fait, hein, qui sont. On ne sait même pas sur quoi c'est basé. On va faire des classements, les 100 meilleurs EHPAD, les trucs, ou avec des notes de 1 à 10. Mais en fait, on ne sait même pas le pourquoi et comment. Et on se rend compte à la fin qu'en fait, il fallait payer un gros chèque pour faire partie du classement. Là, finalement, on est sur quelque chose d'encadré, voilà, géré par les tutelles. Donc, je trouve que ça peut avoir du sens, même s'il y a pas mal de risques. Oui, l'idée pour nous, effectivement, c'est quand même qu'il y ait une forme d'objectivité, évidemment, même si pour l'instant, à ce stade, il peut y avoir des écueils qu'on va tenter d'éviter. Ouais, c'est ça, parce que, ouais. Ok, bon. Du coup, cette auto-évaluation, tu sais si elle est à faire combien de temps en amont et Alors,
la Haute Autorité de Santé a publié une foire aux questions à ce propos. L'idée, en fait, il n'y a pas vraiment de chronologie. L'idée, c'est surtout de permettre aux professionnels de s'approprier le nouveau référentiel, la nouvelle démarche et de ne pas se faire surprendre. Après, je pense que c'est mieux qu'il n'y ait pas eu d'échéance de prévue particulière et plutôt de laisser ça au directeur et à ses équipes. À mon avis, c'est mieux comme ça parce que, encore une fois, si le directeur, peut-être, il est en cours de refonte de son projet d'établissement, il va se lancer tout de suite dans l'auto-évaluation, par exemple. Donc, à mon avis, c'était bien de laisser cette souplesse. Et Ouais, je encore une comprends. fois, les structures, ils sont vraiment invités, mais il n'y a pas d'obligation. Et c'est en lien à faire avec la plateforme, donc le nouveau système d'information, c'est la plateforme SINAE qui est déployée donc par la Haute Autorité de Santé sur laquelle il y a cette auto-évaluation de disponible que le directeur peut aller chercher. D'accord. Aller chercher et j'imagine saisir sur la plateforme. Saisir et donc ça va faire comme s'il avait fait l'évaluation, c'est-à-dire qu'ensuite ça va lui générer une synthèse qui pourra, pareil, télécharger et exploiter. Et donc, la plateforme Sinae, c'est celle qui va être là, effectivement, pour, coordonner la réalisation d'évaluations. Donc, les évaluateurs vont déposer dessus les informations, il y aura le coût de l'évaluation, etc. Le rapport de l'évaluateur sera déposé dessus. L'établissement pourra faire ses observations, etc., avant que ça soit clôturé. Donc, ça va être vraiment l'interface de gestion. Ouais, ça, c'est intéressant. C'est vrai que plutôt que réenvoyer des rapports en disant là, sur tel paragraphe, telle page, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est vrai que ce sera nettement plus simple. Après, sur la question de calendrier, quand est-ce qu'on fait notre auto-évaluation? De toute façon, la question aujourd'hui se pose pas trop. C'est vrai que si on est dans le cadre d'un projet d'établissement, on peut s'y pencher, mais de toute façon, si on n'a pas d'échéance sur l'évaluation en tant que telle, donc nouvelle évaluation externe, en fait, voilà, on peut le faire, mais si c'est pour finalement être évalué dans 2 ans, ça a peu d'intérêt, en fait, ou en tout cas, ça veut dire qu'il faudra le faire 2 fois. OK. Donc, il n'y a Oui, pas forcément d'échéance. Là, ce qu'on peut recommander, c'est de se former. Il y a notamment des sessions de formation à la FNADEPA de 2 jours qui sont proposées. C'est de se former, d'attendre le calendrier et puis ensuite d'aller commencer à exploiter la grille d'auto-évaluation. À la FNADEPA, on a une directrice de résidence autonomie qui a expérimenté le référentiel, donc dans la phase préliminaire à la publication. Et qui a pu nous signifier elle avait trouvé quand même le contenu vraiment très intéressant et que l'application vraiment centrée sur la personne se ressentait dans ce qu'elle avait pu transposer et essayer, expérimenter à sa résidence. OK, cool. Bon, c'est bien, c'est rassurant, c'est des bonnes nouvelles, ça. Ce serait une belle conclusion. Après, je ne sais pas si on a, tu sais, il y avait 5 évolutions majeures, donc calendrier, auto-évaluation, la réforme de l'accréditation des évaluateurs. Qu'est-ce qui peut changer d'autre? Alors, c'est les 5 grandes nouveautés, on va dire. On n'a peut-être pas assez parlé du CEPOM et de la programmation. C'est vrai que ça inquiète un petit peu aujourd'hui les directeurs. Et pareil, les ARS ne savent pas trop encore comment elles vont s'y prendre parce qu'il faut quand même avoir à l'esprit que le calendrier des CEPOM pour les EHPAD, j'entends, qui était prévu par la loi d'adaptation de la société au vieillissement, n'est pas tenu. Bah oui. Parce qu'il y a Oui. 1 ou 2 ans de retard aisément. Crise sanitaire, mais pas que. Et donc, aujourd'hui, on sait que les ARS sont un petit peu en réflexion de savoir comment elles vont articuler cela. Et nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est que c'est les directeurs qui connaissent bien leur structure, comme quand ils font le diagnostic pour le CEPOM. Donc, il ne faut pas qu'ils hésitent à être force de proposition, sachant que ce n'est pas obligatoire de faire calquer tout de suite le calendrier des évaluations avec celui du CEPOM. Donc, là encore, il faut pas hésiter à se positionner. Et peut-être, pour résumer pour les directeurs qui seraient bientôt concernés, on peut redire donc, les 6 étapes de l'évaluation
nouvelle génération, donc avec l'auto-évaluation, l'engagement de la procédure d'évaluation, la sélection de l'organisme, comme on disait, donc qui appartient à l'établissement, l'évaluation, l'envoi du rapport, la transmission et la diffusion du rapport par le SMS. Et un point important qu'on n'a pas dit, c'est que tout ça devra apparaître dans le rapport d'activité de la structure qui sera transmis aux autorités. Ça, c'était le cas auparavant, surtout sur le volet évaluation interne, mais là, ça sera vraiment sur l'évaluation nouvelle génération. Et on peut peut-être, si tu veux, terminer sur les tractations, puisque tu t'interrogeais justement sur la naissance de la compétence de la HAS, de la loi de 2019, etc. Le rapport IGAS va un petit peu plus loin, en fait, sur le sujet. Et donc, c'est vrai qu'à la FNADEPA, c'est quelque chose qu'on a dans le viseur parce qu'il faut s'attendre peut-être à quelque chose qui aille un petit peu plus loin. On ne l'a pas dit en introduction, mais les évaluations, donc ce n'est pas la même chose que l'inspection contrôle, ça a été dit et redit notamment au moment des fossoyeurs, mais par contre, c'est étroitement lié aujourd'hui au droit des autorisations, puisqu'on l'a dit, les évaluations conditionnent le renouvellement de l'autorisation pour 15 ans. Sauf que l'IGAS a un petit peu, comment dire, dénoncé ce principe. Et donc, il faut savoir que dans son rapport, l'IGAS nous dit que selon lui, selon elle, une évaluation positive de qualité n'a aucun lien avec l'organisation optimale de l'offre sur un territoire et que justement actuellement, le lien exclusif entre évaluation externe et le renouvellement de l'autorisation peut même parfois contrarier cette organisation optimale. Et le système actuel revient donc, selon elle, à figer l'offre de place en ESMS sur la base des besoins identifiés à la date de l'autorisation initiale. Et donc, l'IGAS, en 2017, préconise de supprimer le caractère exclusif du lien entre l'évaluation externe et le renouvellement de l'autorisation. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, qui n'était pas du tout exprimé comme ça. C'était même le contraire dans une circulaire de 2011. Mais il faut peut-être s'attendre aujourd'hui, étant donné qu'on le réfléchit beaucoup à l'offre de demain, à l'EHPAD de demain, etc., à peut-être une évolution de ces régimes juridiques-là dans les prochaines années. Ouais. Bon, en même temps, pour les prochaines années, on est plutôt là, dans celles qui viennent, les échéances 2030, un peu plus, à se dire, techniquement, il manque plutôt des places. Ça va dépendre des positions de chacun, avec la question du maintien à domicile. Il y a aussi ça qui prend une part importante, mais il est vrai que ce débat de création de places en EHPAD est ouvert notamment sur la jauge de places dont il y aurait besoin. Donc, en tout cas, c'est vrai que là, avec les services autonomie, il va certainement y avoir un rebattage de cartes en termes de maillage territorial, mais il est vrai du coup qu'on pourrait totalement se poser la question techniquement de l'optimisation de l'organisation de l'offre. Ok, je comprends. C'est vrai que la question se pose vraiment après, mais c'est vrai que sur les vals externes, c'était amené différemment. C'est-à-dire, si vous avez une mauvaise évaluation externe, vous risquez de perdre votre autorisation. Oui, alors ça, c'est toujours le cas, bien sûr. Ça sera toujours le cas, mais il est vrai aussi qu'on a mis en avant que l'évaluation ne suffisait pas c'était pas le seul élément qui pouvait remettre en cause la question de l'autorisation finalement, puisqu'on l'a vu encore une fois, malheureusement, dans le cas des derniers scandales médiatiques, c'est de dire que l'évaluation à 5 ans peut bien se passer. Et au contraire, tout au long de la durée de vie de l'autorisation, il peut y avoir des incidents suffisamment graves qui viendraient remettre en cause, eux aussi, l'autorisation finalement. Oui, c'est possible, c'est vrai. C'est vrai. Après, il y a une question aussi de se dire, parce que l'évaluation externe, ce qui était, je pense, intéressant aussi vis-à-vis des tutelles, ARS, départements et tout ça, parce que finalement, des inspections contrôles, il y en a, mais il y en a peu. Après, des signalements,
Et peut-être que s'il n'y a pas de signalement, peut-être que ce n'est pas pour ça que tout va bien, mais que du coup, ça ne va pas forcément déclencher l'inspection. C'est vrai que la logique de l'évaluation, hormis cette dimension d'amélioration continue et de pouvoir en fait prendre un peu de recul sur les pratiques, mais au niveau interne dans les établissements, ça permet aussi aux tutelles finalement d'avoir un regard externe et neutre, alors plus ou moins neutre si on le paye ou pas, mais et puis expert aussi pour avoir une vue un peu plus globale et différente de l'établissement et en savoir un peu plus. Parfaitement. Je pense que c'est aussi pour ça que les deux mesures sont arrivées un petit peu en simultané. On a publié le référentiel pour essayer d'avoir effectivement quelque chose d'un peu plus qualitatif pour les autorités, pour pouvoir suivre un petit peu mieux la démarche d'amélioration continue de la qualité dans les structures, avec en parallèle l'annonce du renforcement des politiques de contrôle. Sachant qu'effectivement, quoi qu'il en soit, ça ne remet pas en question le fait que des mauvaises évaluations pourraient totalement déclencher aussi des inspections, contrôles dans les structures. Ouais, mais la question auquel on n'aura pas de réponse, mais est-ce que les ARS sont suffisamment ont la ressource nécessaire pour aller regarder en détail les rapports d'évaluation externe qui vont tous tomber en même temps Si, nous n'en sommes pas certains, puisqu'on voit déjà bien que souvent sur les campagnes, ne serait-ce que les campagnes budgétaires, EPRD, ERRD, ils ont du mal aussi à aller voir dans les… Déjà, ça, c'est beaucoup de travail. Il y a les CPOM par-dessus, on rajoute l'évaluation, plus les inspections, plus tout ça. Mais bon. Oui, il faut quand même souligner que derrière, on en demande de plus en plus aux directeurs, mais on en demande aussi de plus en plus au personnel des ARS et du département. Oui, parce que c'est lié. Tout à fait. Les tableaux de bord de NAP et tout ça, bref. Mais bon, on ne saura pas. Ok, est-ce qu'il y a un autre point sur lequel je pense qu'on a bien fait le tour. On a, voilà, finalement, aujourd'hui, le directeur qui prépare sa rentrée de directeur après avoir un peu galéré tout l'été, finalement, là, il doit se dire qu'en octobre, il attend son calendrier, savoir s'il est dans les premiers tours ou pas, 2023 ou 2024, et puis par contre, se pencher sur l'auto-évaluation, voir comment ça marche, peut-être aller faire un tour sur la plateforme Sinae. Oui, alors normalement, elle est opérationnelle, hein, sauf problème technique, mais normalement, c'est bon. Peut-être le mot de la fin, ce serait de dire au directeur de ne pas s'inquiéter et de ne pas paniquer parce que c'est des choses qu'ils savent faire. Ça, c'est important. Peut-être, c'est vrai que dans le contexte actuel de manque de clients, de personnel, ça peut être compliqué de mobiliser du monde, mais sur le fond de la réforme, vraiment, il n'y a rien de totalement bouleversant. Donc, c'est pour ça que nous, le message qu'on veut faire passer, c'est de ne pas s'inquiéter. Voilà, il y a des formations, les outils de la Haute Autorité de Santé sont quand même très bien faits. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et au niveau de la fédération, eh bien, effectivement, on continue de travailler sur le sujet, de suivre tous les éléments qui manquent encore pour constituer, pour finaliser la réforme et constituer l'ensemble du puzzle. Ouais, c'est clair. Et vous envoyez au fur et à mesure, quand ça tombe, les nouvelles indications. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi sur pas mal de régions, et nous dans le Nord, c'est, je crois, bientôt, les formations aussi de la FNADEPA autour de la réforme de l'évaluation et pour préparer tout ça. Exactement. Beau sujet de rentrée. C'est un sujet, ça fait partie des sujets de rentrée. Merci beaucoup, Déborah, pour toutes ces précisions et ces infos. Merci à toi, Arnaud. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.